d'être aujourd'hui ici avec nous. C'est un grand plaisir de pouvoir montrer aussi comment les projets InterRecMed contribuent au tourisme durable, parce qu'il y a pas mal parmi les intervenants qui contribuent à ce genre de projets. Et je vais passer la parole à Arnaud Teixida qui va commencer. Et on commence. Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis Arnaud, je travaille sur la IUCM Méditerranée, c'est basé à Malaga, on travaille sur tous les bassins méditerranéens. Et aussi, je représente la Mid Network, c'est un réseau des aires protégées et de l'industrie écotouristique méditerranée en essayant de transformer les bassins. Je suis très content d'être ici. 5 minutes, c'est pas beaucoup pour expliquer ce qu'on fait. Je représente beaucoup les autres institutions qui travaillent avec nous, avec les différents projets. Et un peu les jeux d'aujourd'hui, qu'est-ce que je parlais, un peu pour avoir un flash de ce qu'on fait, par exemple, c'est de dire c'est quoi les défis à nous. Par exemple, on travaille sur l'écotourisme, on travaille les espaces protégés. Il y a une définition assez acceptée de qu'est-ce que c'est l'écotourisme, non? On parle de respect de l'environnement, on parle de favoriser l'économie locale, on parle de beaucoup de choses, mais à la fin, comment on le sait, comment on peut savoir, qui dit que ça c'est l'écotourisme, ça c'est pas. Et j'ai présenté un petit parti de ce qu'on fait pour essayer de voir si ça c'est réel. Alors, la relevance de ce sujet-là, peut-être qu'on peut penser que l'écotourisme c'est vraiment une chose très niche, c'est pas une chose très importante dans le secteur, mais je pense qu'il y a 3 choses qui font l'écotourisme important. Un, c'est que normalement, il prend l'avance dans l'industrie, c'est un secteur qui normalement prend l'avance dans la question de durabilité. Le deuxième, c'est qu'il y a une demande à chaque fois plus grande pour les gens de connaître les espaces naturels, de faire du tourisme de nature. Et l'autre, c'est qu'il y a un agenda 30 pour 30, qui dit qu'on veut 30% du monde et de l'Europe protégé dans 2030. Ça veut dire que chaque fois, plus de destinations touristiques doivent être bien protégées. Alors on trouve que l'écotourisme, c'est un secteur important. Peut-être que ce n'est pas le plus important, mais on pense qu'on a une apportation à faire sur la discussion du tourisme. Alors très rapide, qu'est-ce qu'on va voir dans ces 5 minutes? Je vous dis très vitement, qu'est-ce qu'on fait beaucoup, c'est de travailler avec la chaîne de valeur locale de l'écotourisme, en mettant ensemble des paquets de touristes, des itinéraires touristiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On a une série d'outils pour voir la durabilité. Et j'ai parlé seulement d'une, qu'on travaille avec les Global Footprint Network, c'est l'empreinte écologique, c'est assez pareil à l'empreinte de carbone, mais je regarde à quelques autres choses, comme un exemple de qu'est-ce qu'on fait. Alors, dans ce domaine-là, disons, on travaille dans une destination avec différents éléments de la chaîne de valeur pour les mettre ensemble et voir sa durabilité. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'empreinte écologique? Dans beaucoup de lieux, maintenant on se focalise seulement en 2, mais ce qu'on fait avec l'empreinte écologique à la fin, c'est de voir dans les différentes composantes de la chaîne de valeur, c'est de voir c'est quoi l'empreinte écologique par un touriste par un jour. On arrive à voir vraiment dans les détails l'impact environnemental de ces touristes sur les planètes. Ce n'est pas un impact local, c'est un impact sur la pression santé à niveau de carbone, qu'on parle de la scope 3, non? Je ne sais pas comment c'est en français, mais c'est un peu à ce niveau, on va voir pas seulement l'impact qu'on fait ici, mais aussi voir l'impact global. Ça sert à quoi? À niveau de voir cet impact à niveau d'un paquet touristique, ça nous permet de voir dans les différents composants de tourisme, de services touristiques qu'on reçoit, l'empreinte écologique. Et c'est qu'on a vu, il fait 5 ans qu'on a commencé à travailler sur cette méthode, c'est que vraiment, comme ça passe à des analyses, c'est que dans les tourismes, pour différents facteurs, la partie alimentation et boisson, c'est vraiment là qu'il a une empreinte plus grande. Alors on a vu qu'on doit focaliser beaucoup dans des expériences touristiques, écotouristiques, sur ces côtés-là. Ça, c'est prendre en compte les voyages aux destinations. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? C'était dans ces composantes, dans les destinations, l'empreinte de chaque composante. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait récemment? On commence à voir aussi des autres questions. C'est comparer ça avec un tourisme ailleurs, alors un tourisme de masse ou un tourisme d'aventure, pour voir s'il y a beaucoup de différents impacts. Et aussi, on a commencé à voir aussi comment ça joue dans les questions de déplacement dans la destination. Alors, par exemple, on a commencé à voir des expériences, par exemple, en Grèce, dans un petit île ou en Albanie. On a vu, par exemple, qu'on réavance l'empreinte écologique
de qu'est-ce qui se passe en destination par jour. Dans tout un paquet, disons, de 5-6 jours, c'est beaucoup de fois beaucoup plus petite que l'empreinte pour arriver à destination. Alors souvent les voyages pour arriver là, soit en avion, soit en ferry, parce que les ferries, beaucoup de fois, sont plus polluants qu'un avion. On voit que quelquefois l'impact qu'on a à ce niveau-là, à niveau local, c'est beaucoup plus bas qu'on a à distance. Dans des autres, par exemple, en Europe continentale, qu'on peut arriver en train, par exemple, on peut voir qu'on peut arriver à avoir des empreintes beaucoup plus basses que ce qu'on a en destination. Mais quand on va en avion, ici, c'est plus grand. Alors, basiquement, on essaye de voir tous ces comparatifs pour commencer à pouvoir donner dans les consommateurs, mais aussi à l'industrie touristique, des outils pour voir exactement à niveau spécifique par touriste, qu'est-ce qui se passe. Alors, ça, c'est comme je disais, un petit flash. On a de ressources beaucoup plus attendues, des articles académiques qui parlent de ça. Comme je disais, il y a beaucoup de résultats, mais des choses intéressantes. Quand on parle d'écotourisme, c'est par exemple une chose qu'on voit. L'écotourisme, normalement, ça se passe de lieu assez pas central, alors il n'y a pas trop de communication. Normalement, il faut prendre 3 avions pour aller quelque part. Alors, quelquefois, l'écotourisme, comparé avec d'autres offres qui sont plus mainstream, a beaucoup de difficultés, par exemple, d'arriver à l'endroit. Alors, cet impact qu'il y a de voyage, c'est vraiment à haute. Aussi, ça se passe beaucoup avec les îles. Les îles, c'est très difficile d'arriver de façon soutenable. Et en disant qu'il y a beaucoup de questions qui jouent, des enjeux qui lient avec la demande, qui lient avec les marchés sources. Et pour finir, seulement dire un peu, pour faire le rapport avec les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire à niveau individuel, c'est difficile à dire, mais je pense qu'à la fin, je voulais répondre avec cette image, c'est que finalement, quand on choisit un voyage, que c'est une chose qu'on peut choisir, quelquefois la durabilité, c'est quelquefois contre-intuitif, qu'on peut penser, je vais à une destination de plage avec beaucoup de monde, mais si tu regardes ton empreinte écologique individuelle, c'est beaucoup plus bas. Mais si tu vas toute seule, backpacking, avec 2 bols, 3 bols low cost, et tu vas là dans une petite maison, peut-être que l'impact c'est beaucoup plus haut. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres impacts qu'on n'a pas parlé, au niveau social, au niveau économique, qu'il faut mettre en place. Alors c'est avec ça que je veux dire, dans cette deuxième partie, c'est qu'à la fin, il n'y a pas un chiffre durable magique qu'on va dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais surtout, il y aura comme des différents facteurs à voir, que les décideurs, les consommateurs, à la fin, ils doivent prendre en compte dans la décision. Et après, à la fin, seulement comme toutes les questions de durabilité, donc bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire à niveau individuel, mais bien sûr aussi qu'il y a des changements systémiques qui doivent passer. Après, je pense que les jeunes, les choses principales qu'ils peuvent faire, c'est se mobiliser et être engagés avec ce type de sujet. Et c'est tout, je pense que je fais 5 minutes. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à M. Kadri, président de l'Association internationale de forêt méditerranéen, qui va nous présenter un équilibre à trouver entre protection du patrimoine naturel et tourisme durable, des projets NGI. Merci. Merci bien, Gloria. Donc, l'Association internationale de forêt méditerranéenne participe à ce projet inédit qui inclut 15 partenaires dans 10 pays de la région Euromed et a pour thématique schématisée, je peux le dire, comment faire de sorte pour, je ne dis pas atténuer, mais essayer de faire un compromis entre le tourisme de masse et la conservation du patrimoine naturel, notamment sur les régions côtières. Donc, on peut dire que sur le plan ce qu'on rencontre comme défi dans les régions méditerranéennes, que ce soit nord ou sud, c'est la surfréquentation, notamment, de ces écosystèmes qui sont déjà très fragiles, une dégradation, une saisonnalité, c'est-à-dire c'est surtout pendant l'été qu'il y a plus de fréquentation, des productions de déchets, et aussi une sorte de construction qui galopante, qui prend une grande partie de l'écosystème très fragile côtier. Donc on ne va pas parler de tout ça, on va essayer de dire que ce qui a intéressé le plus le projet, c'est la saisonnalité et la surfréquentation. Tu peux passer le dépôt, s'il te plaît.
Donc il y a une approche qui a été retenue par les partenaires du projet qui consiste à dire que, en fait, il n'y a pas de priorité à imposer ou à s'imposer au départ. Donc il y a la préservation qui est leitmotiv qui nous anime. On dit qu'il faut préserver les côtes et les écosystèmes côtiers. Le mot valoriser est un mot-clé très important parce qu'il y a un patrimoine naturel et le fait que les gens le découvrent, c'est aussi une bonne chose. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Et surtout, essayer d'amener les différents acteurs qui agissent à coopérer. Donc il n'y a pas le 1, 2, 3, c'est artificiel, mais en fait c'est ensemble qu'il y a la nécessité de préserver, de valoriser et de coopérer. Ce qu'on peut dire, dans le cadre du projet, c'est que je vous épargne un peu le détail du projet, mais étant donné que nous avons affaire à valoriser, à conserver, on a eu des sites, on ne savait pas, on dit que c'est surfréquenté, mais on n'avait aucun moyen, aucun outil de le confirmer. Donc il y a eu l'installation de compteurs, d'éco-compteurs, pour savoir ce que c'est. On a eu parfois des surprises par ce que me disait notre vice-présidente alors, c'est qu'il y a eu 5 à 6 fois plus de fréquentation que ce qui était grosso modo partagé comme information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on considérait comme surfréquentation, au fait, c'est beaucoup plus, je dirais pas grave, mais c'est beaucoup plus important que ça, d'un côté. De l'autre côté, pour préserver, il va falloir cadrer la fréquentation. Si on laisse sans cadrage, elle peut apporter des dégradations au milieu et aussi des risques pour les visiteurs. Donc le fait de cadrer, le fait de, à la limite, je dirais, ralentir ou freiner la fréquentation, parce que 5 à 6 fois par rapport à ce qui était considéré comme une seule fréquentation, c'est beaucoup. Donc il est difficile de concevoir en région méditerranéenne qu'on va lutter contre le tourisme de masse estival. Mais au moins, on se dit, si on éparpille un peu le monde géographiquement, c'est mieux. Et si on laisse la chance aux écosystèmes d'accueillir pendant la même journée moins de personnes, les visiteurs vont profiter mieux, ça va valoriser aussi, et on contribue à la préservation. Parce qu'il est utopique de considérer qu'on va lutter contre le tourisme de masse. Quand on parle à des écologistes, on est généralement dans l'attitude de la négation. On dit non, il faut absolument... mais ça fait travailler beaucoup de monde. Donc le compromis n'est pas évident. L'approche, c'est effectivement d'essayer de trouver des compromis. Parce que la question qui a été posée par Gloria pour préparer ça, quel rôle ont les jeunes dans cette initiative qui est le projet? On peut dire que le rôle des jeunes, notamment dans la société civile, que ce soit un rôle de remède, par exemple de ramassage des déchets plastiques, etc., c'est essentiellement une affaire qui est par les jeunes. Donc on se réjouit qu'il y ait quand même des initiatives qui ont été multipliées, vous avez des exemples ici, par les jeunes qui font dans des zones surfréquentées, nécessairement qui laissent des traces, qui sont contre la préservation. Il y a des initiatives menées et effectuées par les jeunes pour essayer de remédier en guillemets. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, tout à l'heure, j'ai dit coopérer. La coopération, c'est avec tous les acteurs, y compris avec les associations locales qui font que cette énergie est canalisable pour essayer de la rendre utile dans le rôle de la préservation. Je vois que vous m'arrêtez, donc c'est bon. On sera là pour répondre à d'éventuelles questions. Merci. On va passer maintenant à l'intervention de Julia David, chargée des projets en Europe à l'Afrique.
Bonjour à tous et à toutes. Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà merci beaucoup à Gloria Plomblou pour l'invitation. Je suis en effet chargée de projet européen à la VITEM. La VITEM est une agence de coopération euroméditerranéenne basée à Marseille. Nous travaillons notamment sur le développement urbain territorial durable. Et moi, je suis chargée notamment des projets en lien avec le tourisme. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous parler de cerveau et de comportement. Parce que même lorsqu'on parle de tourisme, nous parlons de choix. Nous avons vu tout à l'heure, Gloria a mentionné elle-même ce mot-clé. Et c'est un mot-clé qui est important aujourd'hui dans ce que je vais vous dire, parce que nos choix sont le plus souvent des choix irrationnels, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Nous sommes donc souvent confrontés à des choix, y compris lorsqu'on devons choisir une destination à visiter ou lorsque nous devons choisir comment nous voulons promouvoir une certaine destination touristique, un certain territoire. Or, la raison pour laquelle ces choix sont souvent irrationnels, c'est que notre cerveau fonctionne avec deux vitesses, avec deux systèmes. Nous avons un système 1 et un système 2. Le système 1 est plus rapide. C'est le système qui un peu gère notre pilote automatique. C'est le système qui nous fait prendre des choix instinctifs et qui nous fait faire des actions automatiques. Et nous avons un cerveau en système 2 qui est un système plus lent, qui nécessite de plus de temps, plus d'attention pour fonctionner. Et c'est le système qui gère notamment l'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple, ou alors un choix réfléchi. Or, la plupart des gestionnaires de sites touristiques, plutôt que décideurs dans les politiques touristiques, mais aussi dans les politiques publiques en général, pensent que celui qui prévaut chez les citoyens et citoyennes, c'est le système 2. Et du coup, on se retrouve très souvent face à des politiques publiques ou à des choix de politiques touristiques qui s'éloignent du comportement réel des gens. Ce qui fait que finalement, souvent, on essaye de promouvoir un tourisme plus durable, des choix plus écologiques, et les gens peut-être affichent un engagement, déclarent un engagement dans ce sens-là, mais après le comportement ne suit pas. Il y a depuis quelques années des scientifiques, des experts en sciences du comportement qui ont commencé à travailler avec les décideurs politiques pour regarder ensemble comment les biais cognitifs, donc ce fonctionnement du cerveau qui nous pousse à faire ces choix irrationnels, peuvent être utilisés pour influencer des comportements plus vertueux, y compris du coup dans des choix de la vie ou dans des domaines de la société. Donc c'est là où on a commencé à voir l'apparition des nudges ou d'autres types de mesures basées sur les sciences comportementales. Nous avons des exemples dans des gestes très quotidiens, mais aussi nous avons commencé à voir des gouvernements qui se sont dotés eux-mêmes d'unités sciences comportementales pour travailler sur comment utiliser le fonctionnement du cerveau pour encourager des choix ou des comportements plus vertueux. Et ici, je vous ai mis quelques exemples. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est très très intéressant parce que du coup, on s'est rendu compte qu'avec un investissement assez réduit, nous pouvions avoir des impacts très importants. Donc, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le tourisme ? Donc, je l'ai dit au début, le tourisme est sous beaucoup d'éléments influencé par les choix des gens. Et du coup, tous les défis que nous avons vus tout à l'heure, la saisonnalité, la surfréquentation touristique, dépendent des choix des visiteurs, mais aussi des choix des gestionnaires d'une destination. Du coup, nous nous sommes dit que les sciences comportementales, enfin, il n'y a pas que nous qui nous sommes dit ça, mais en tout cas, nous avons commencé à voir que les sciences comportementales peuvent avoir un rôle très intéressant pour encourager des choix et pour lutter contre certaines des barrières qui aujourd'hui entravent une vraie durabilité du tourisme. Ici, je vous ai mis un exemple, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être explorés. Et donc, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce que nous avons commencé à faire concrètement à la VITEM en partenariat avec d'autres partenaires en Europe, avec 3 projets européens.
Donc il y a le projet InterregMed Herit Data qui, lui, va traiter une thématique plus large de gestion des flux touristiques à travers l'utilisation des données, mais dans le cadre duquel, l'été dernier, nous avons mené une expérimentation avec les acteurs touristiques de Florence, où on a essayé de voir comment utiliser les sciences comportementales pour encourager des itinéraires alternatifs ou mieux organiser les choix des visiteurs. Et puis, pour conclure, je vais vous parler de 2 projets Erasmus+, que nous venons de lancer. Donc, le projet Nudge My Tour, c'est un projet qui, lui, se concentrera sur le renforcement des capacités des professionnels de la planification touristique. On le lance officiellement demain et jeudi. Et c'est un projet qui va permettre de développer des outils de formation dans ce sens. Et le deuxième projet, c'est le projet BEST, qui permettra de construire la toute première communauté de pratique sur les sciences comportementales appliquées au tourisme. Donc, puisque j'avais que 5 minutes, j'ai un peu triché, je vous ai mis à disposition un article d'approfondissement où vous pouvez prendre un peu plus de temps pour explorer cette question-là. Et puis ma collègue Carla va vous faire tourner une petite fiche où si vous êtes intéressé à faire partie de la communauté de pratique BEST, qui vient vraiment d'être, c'est une nouvelle toute fraîche, vous pouvez noter vos coordonnées, ou même juste si vous voulez être mis au courant justement sur cette thématique plus tard. Voilà, merci beaucoup. Et Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia. Super intéressant. Je suis sûre qu'après, on aura des questions. Ouais. Super bien illustré. C'est bizarre. Maintenant, je passe la parole à Hermete Mariani. On commence la deuxième partie de l'atelier. Et Hermete est chargée des communications des INET. Oui, normalement. Alors, bonjour, je suis Hermete Mariani et mon accent ne va pas trahir mes origines italiennes. Je travaille pour Unimed, c'est une association d'universités de la Méditerranée basée à Rome, mais moi je suis émigré depuis longtemps à Paris. Donc, pour faire vite, je vais vous présenter un projet qui n'est pas un projet. C'est une initiative spontanée de 8 projets InterregMed. C'est né de la connaissance interpersonnelle entre les projets et aussi de l'envie de s'adapter à un changement que tout le monde a subi, c'est la pandémie. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour garder un lien avec la communauté dont on a la mission de suivre les activités et le public à l'extérieur que nous considérons aurait bénéficié des choses bien faites. Donc on s'est parlé souvent et on a essayé d'aboutir à quelque chose qui a grandi à fur et à mesure. Et c'est InterregMed, Interreg Euromed Academy. C'est un espace d'apprentissage en ligne qui est né comme initiative hybride. Après on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à mettre dans cette plateforme en ligne qui est hybride, il n'y avait plus la place et plus le temps de le faire, mais ça reste quand même dans notre tête, et nous espérons que ça sera aussi dans le projet de JS, de lui donner une continuité, mais surtout de passer à un format différent, que je peux résumer en anglais avec 2 expressions, donc passer du online to on live. Donc garder une partie en ligne où on peut partager des connaissances dans une façon qui soit facilement utilisable et facilement, là, je n'ai pas de mots dans aucune langue, facilement, qu'on puisse l'apprendre facilement, et créer de l'autre côté une communauté d'intérêt, une communauté de pratique, donc ils se rencontrent, et quand ils se rencontrent, la communauté n'a plus besoin de passer le temps à regarder des PowerPoint, mais peut vraiment construire des liens, vraiment produire quelque chose ensemble. Donc, ça c'est le logo. On a choisi de ne pas mettre aucune image, aucune référence, même visuelle, à l'académie.
parce que notre vocation n'est pas de faire la concurrence aux universités, surtout en tant que représentant d'une association d'universités, je vois très bien la différence entre ce que les universités peuvent faire et font et ce que nous allons faire. Donc, nous n'avons pas d'académiciens à donner des leçons, nous avons une connaissance qui a été produite au sein des projets financés d'Interreg-Med, et cette connaissance, on va la formaliser et la rendre accessible à des gens qui sont déjà dans le milieu du tourisme. Ça, c'est le portail. Donc, on est actif depuis quelques jours. Ça, c'est l'adresse. Et ces petits logos-là, c'est le logo de toutes les communautés qui sont représentées. Donc, on ne va pas faire que le tourisme, on va faire de la place, parce que le constat qu'on a fait entre nous, c'est qu'on a besoin principalement de nouveaux leaders du développement durable, inclusif, et qui soient capables de construire un futur qui soit plus résilient. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les jeunes? Et les jeunes vont grandir, vont tout simplement vieillir, et on espère qu'ils auront des rôles décisionnels et qu'ils seront des decision makers et des policy makers. Pour faire cela, ils auront besoin de compétences, ils auront besoin d'un réseau. Donc l'Interreg Euromed Academy a vocation de donner des compétences. Ça, c'est la liste des cours qu'on a en chantier. Les cours vont être livrés d'ici juin. Le premier cours sur l'innovation est déjà disponible. Et les autres vont être mis à disposition, sauf celui-là, vont être mis à disposition d'ici juin. Les cours sont bien évidemment gratuits, en libre accès, donc tous les matériels pédagogiques est produit dans la philosophie de l'open access, donc avec Creative Commons, la licence Creative Commons, et la finalité c'est vraiment de donner une porte d'accès vers une communauté plus grande. Voilà. Mais venons à l'offre de formation sur le tourisme. Donc pourquoi le tourisme, à mon avis, est bien dans ce milieu-là de formation? Parce que ça, c'est une illustration de l'impact que le tourisme a sur la société. Donc, quand on dit le 10% du PIB de la région, on parle simplement de la partie la plus strictement liée au tourisme. Mais ces 10% du PIB est généré par le tourisme a un impact à cascade qui est énorme dans nos sociétés, surtout de la côte méditerranéenne. Donc, en même temps, il faut avoir une approche interdisciplinaire dans le développement de compétences pour gérer le tourisme. Et c'est bien aussi avoir une idée des autres thématiques liées au tourisme pour vraiment devenir leader du prochain tourisme, que nous souhaitons soit durable. Mais nous ne savons pas exactement comment sera durable. Dans le détail, ça c'est une première structure du cours de formation sur le tourisme qu'on a donné. Demain matin, on va choisir l'expert qui va produire les contenus pédagogiques. Donc d'ici avril, on sera prêt avec tous les contenus. Et ça, c'est la structure principale. Donc on va commencer dans une façon assez académique, que je n'aime pas beaucoup, mais que je comprends, avec une définition du tourisme durable. Une deuxième étape, ce sera sur comment le tourisme durable est lié aux grands frameworks de développement durable. Donc SDGs, les stratégies européennes, mais pas seulement. Donc comment le tourisme peut contribuer à un développement qui va au-delà de son secteur. Donc pour retourner ça, on va remettre en place le tourisme dans un système plus ample et dans un framework international. On va faire un focus sur le smart tourism. Donc quel est l'impact des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans la gestion des destinations touristiques. Une partie importante sur l'argent,
parce que les projets sont beaux, mais il faut aussi avoir des moyens pour les financer et pour les rendre réels. Et un focus particulier sur la mobilité dans les destinations touristiques. Pourquoi? Je fais le lien avec le discours d'Arnaud, parce que le transport a quand même un impact extrêmement élevé dans la durabilité du tourisme. Donc ça, c'est la structure principale. La suite, je pensais de laisser une page blanche. Un, parce que je ne sais pas vraiment comment sera la suite. Deux, parce que j'aime bien imaginer que la suite sera faite par les prochains qui vont animer des projets Interreg, ou peut-être même élargir l'espace, ouvrir l'espace à des autres contributions, mais surtout, on souhaite qu'on passe à la phase en live. Donc qu'on puisse vraiment créer une communauté et donner la possibilité aux nouveaux leaders de se rencontrer et développer des réseaux humains et de business network aussi. Et donc la suite, c'est une page blanche que j'espère va être remplie bientôt. Merci beaucoup, Armété. Super initiative, Med Academy. On sera bien attentif de voir la suite. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Anne-France Didier pour nous présenter les réseaux de jeunes DefiMed. Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, là, je vous parle en tant qu'ex-présidente de l'association DefiMed. DefiMed, c'est une ONG qui a une dizaine d'années d'existence, qui est beaucoup portée par son délégué qui s'appelle Éric Rollet, qui s'est un peu cherché, qui maintenant a trouvé sa vocation. C'est la promotion de l'écotourisme sur le périmètre de la Méditerranée, de l'ensemble des pays méditerranéens, avec plusieurs cibles, des territoires sur lesquels on met des observatoires de l'écotourisme. Donc, avec les territoires, on a des élus comme cible aussi, évidemment, des décideurs, mais aussi des acteurs de l'écotourisme et l'identification de tous ceux qui promeuvent et qui portent un projet écotouristique ou qui l'ont déjà depuis un certain temps sur tous les périmètres. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une petite carte pour laquelle, qu'on a vocation, disons, à compléter, à remplir, à alimenter, avec l'appui de l'ADEME international depuis plusieurs années. L'autre cible, c'est bien sûr les touristes eux-mêmes qui vont sur les sites que l'on va chercher à faire converger vers l'écotourisme. Et puis, pour terminer, bien sûr, les jeunes. Et là, je vais vous parler plutôt de l'action vers les jeunes. Donc, l'objectif de DefiMed, c'est quand même la promotion d'un écotourisme avec des valeurs. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de se dire c'est quoi l'écotourisme pour nous. C'est pas forcément la définition classique et standard. Ça a été donc un travail avec les scientifiques du réseau, parce qu'il y a un conseil scientifique à DefiMed avec des acteurs qui sont très connus dans le domaine du tourisme, comme Pierre Torrente qui a tout ça. Donc ce sont tous ces acteurs qui nous ont aidés à définir une 60aine de critères de l'écotourisme, promouvant les patrimoines naturels et culturels, respectueux de la sobriété des ressources en carbone, respectueux des cultures aussi, des gens qui accueillent, des touristes qu'on accueille, etc. Bon, tout un panel de critères. Et puis on a défini aussi des valeurs. Quelles sont nos valeurs? C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qui nous rassemble tous? Donc on a une charte qui est disponible sur le site de DefiMed. Et donc les jeunes qu'on embarque, ce sont des jeunes qui partagent nos valeurs. Comme on le sait, les jeunes sont beaucoup plus motivés que nous, enfin que ma génération, on va dire, un peu plus âgée, même si je suis beaucoup, sur les questions de transition écologique, d'avenir de la planète. Ils savent aussi en Méditerranée que le tourisme, c'est un enjeu social et économique majeur, que c'est une source d'emploi, et qu'il est très important pour eux de participer, s'ils le peuvent, à la promotion d'un écotourisme durable qui va effectivement faire sens pour eux. Parce que tout le monde cherche à faire sens dans sa vie, et notamment les jeunes d'aujourd'hui, avec cette question de la transition. Donc le boulot qu'on fait, c'est ça. C'est essayer de rassembler des jeunes pour qu'ils s'engagent dans différentes actions pour promouvoir cet écotourisme. Alors notre première action, ça a été à Avignon, avec l'Université d'Avignon, puisqu'on a tout un réseau universitaire en Avignon, mais aussi au Maroc, à Carthage, en Tunisie, au Liban, dans plusieurs pays du Sud. Donc beaucoup d'universitaires, des écoles de commerce, des écoles du digital marketing, des choses comme ça. Tous ces partenaires ont des étudiants et des profs qui les encadrent et travaillent à un titre ou à un autre sur le tourisme. Donc on les rassemble. La première réunion, ça a été Avignon, premier DefiMed Jeunes.
Et on leur a demandé en fait à la fois d'accompagner leur travail de formation scientifique dans leur fac ou leur école par un repérage sur les territoires, dans leur territoire, des acteurs écotouristiques, en valorisant ce repérage par pourquoi on les a repérés, qu'est-ce qui est intéressant. Et ensuite, on a fait tout un travail avec eux, un séminaire en posant des grandes questions sur le tourisme. En quoi ça contribue à la durabilité des territoires? Est-ce que les femmes, les minorités y trouvent leur place, etc., etc. Ça a été la première action. La deuxième action, ça a été, et donc ça c'était notre premier... disons, notre premier grand défi. La deuxième action, ça a été d'être reconnu par l'Europe sur le projet Little Yeti, qui est un projet aussi qui dure 36 mois, qui a vocation à ce que des jeunes entrepreneurs se lancent dans des projets écotouristiques, participent à un réseau, échangent entre eux, soient inspirants, etc. Et puis que de tout ça, en sortent des livrables, des guides, des projets, des choses qui peuvent faire écho et que l'ensemble des entrepreneurs, en quelque sorte, se déploient sur le territoire européen. Donc ça, c'est Little Yeti. Et puis, on a aussi le soutien de Valo, qui est une association québécoise qui, elle, en fait, forme des jeunes pour qu'ils aillent explorer les territoires et repérer, identifier, s'imprégner des métiers de l'écotourisme. Donc on travaille avec tous ces gens-là. L'année dernière, on a lancé donc, le premier Day Tour, c'était tout à l'heure, vertueux, où en fait on rassemble toutes ces initiatives en quelque chose d'un peu festif. Il y a des tables rondes, il y a des gens qui viennent témoigner, il y a des vidéos que les jeunes ont tournées sur les territoires. Tout ça, ça fait un premier Day Tour vertueux. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui participent à des portes ouvertes chez des producteurs écotouristiques et on fait en sorte que des touristes viennent. Tout ça se mélange et ça fait une espèce de brainstorming, mais productif en fait, productif d'idées, d'inspiration. Et l'année dernière, ça c'était le premier, l'année dernière en 2021, on a 20 communautés de jeunes qui ont participé du sud et du nord pour produire tout ça, continuer à capitaliser. Et ça participe aussi à ce que en fait, alors je ne sais pas si je vais la voir, à ce qu'on produise ce qu'on appelle on la voit pas, j'arrive pas à la... Voilà, carte écotouristique. En fait, notre objectif, c'est d'identifier, vous voyez, là on voit des nombres. Si je fais ça, en Tunisie, ben voilà, je vais avoir le repérage donc d'acteurs écotouristiques. Et pour chacun des acteurs, il y a une fiche d'identité écotouristique qui montre ce qu'ils font de bien. Donc voilà à quoi participent tous ces jeunes. Et on va continuer l'année prochaine. On pensait peut-être passer au mois plutôt qu'au day vertueux. Moi, il me semble que le day, c'est déjà pas mal. Mais l'objectif, c'est quand même de développer, de produire des itinéraires méditerranéens. Donc des jeunes vont participer à la construction d'itinéraires, valorisant les patrimoines naturels et culturels. Et puis la formation. On va se lancer. C'est pour ça que je prenais plein de photos là, de ce que vous faisiez. L'objectif, c'est aussi d'accompagner, de déployer des formations, des accès à des formations pour les professionnels de l'écotourisme qui sont peut-être plus compliqués que pour les jeunes dans les universités. Donc voilà, on est là-dedans, dans ce move-là, et ça mobilise déjà quelques centaines de jeunes au nord et au sud de la Méditerranée et leurs professeurs. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup, ça donne plein d'idées. Merci beaucoup et on va finir avec l'intervention de Pascal Prévost-Lagaille, chargé des projets au secrétariat conjoint d'Interreg-Med. Merci Pascal. Donc c'est pour faire un peu une conclusion de ce qui vient de vous être présenté. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de projets, d'initiatives pour travailler au développement d'un tourisme plus durable et c'est une bonne chose. On voit aussi qu'on peut agir à différents niveaux. Donc ça peut être la formation des jeunes et des moins jeunes, dans différents secteurs comme l'innovation technologique ou encore avec différents acteurs comme les collectivités, mais les associations, les ONG. Donc maintenant, il s'agit de ne pas perdre tout ce travail-là qui est fait, qui est produit. Il y en a quand même beaucoup. Et nous, au sein du programme Interreg-Med, donc, qui, vous l'avez entendu, finance certains projets qui vous ont été présentés, les États membres ont intégré cette dimension et ils réfléchissent dans l'écriture du futur programme qui va financer les nouveaux projets sur la période qui va jusqu'à 2027.
Et donc voilà, ils vont essayer d'intégrer les résultats déjà produits. Donc, pour poser un cadre, le futur programme a un grand objectif qui est de contribuer à la transition vers une société climatiquement neutre et résiliente. Donc, c'est un gros défi. Concrètement, en Méditerranée, puisque ce programme se passe sur le périmètre méditerranéen, il s'agira de protéger les ressources, de soutenir l'économie bien sûr durable et contribuer au bien-être des citoyens en Méditerranée. Pour revenir sur le sujet du tourisme, dans ce nouveau programme qui va financer des projets, le tourisme sera abordé de manière transversale, c'est-à-dire que tous les objectifs spécifiques choisis par les États membres pourront être abordés par le prisme du tourisme, donc l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, l'innovation, la gouvernance et la gestion des risques dus au changement climatique. Toutes ces thématiques-là pourront être abordées via le prisme du tourisme et donc ça laissera la possibilité de développer de nouveaux projets intéressants. Maintenant, pour revenir à l'idée de ne pas perdre tout ce travail-là, le programme a développé une stratégie d'amplification des résultats. Donc on va demander aux futurs nouveaux projets de prendre en compte ce qui a déjà été fait, donc déjà de se renseigner sur ce qui existe, mais également de contribuer à la promotion et à la diffusion des résultats des nouveaux projets pour que ça puisse être adopté et intégré alors dans les politiques publiques, mais aussi dans les pratiques citoyennes. Donc c'est vraiment pour toucher tous les niveaux. Finalement, l'objectif, le but général, c'est quand même d'essayer de développer un tourisme durable à une plus large échelle, donc, en intégrant tous les acteurs, donc que ce soit les étudiants, les collectivités, les associations, et essayer de développer une coopération entre eux et de coordonner un peu toutes ces initiatives qui existent. Donc, pour conclure, sur une note optimiste, parce que ok, on a beaucoup de pression sur la Méditerranée due au développement intense du tourisme, mais il y a une prise de conscience qui est là, il y a une volonté d'y répondre qui est là, il y a des initiatives qui existent. Donc l'idée, comme je disais, c'est d'essayer de coordonner un peu tous ces acteurs qui veulent développer un tourisme durable. Et voilà, le programme MED essaie de travailler là-dessus, donc je vous invite à aller voir sur notre site les outils qui existent, éventuellement voir les possibilités, les opportunités de futurs projets à développer, mais aller au-delà du programme MED, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres initiatives pour essayer de contribuer à la coopération en Méditerranée pour développer un tourisme plus durable et aussi également poser des questions concrètes sur les projets qui ont été présentés. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à toutes les intervenants. Et on a le temps, si vous avez des questions, je vous en prie de vous présenter et de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, peut-être... Peut-être, moi j'en ai une, du coup j'en profite, j'étais très intéressée par la InterregMed Academy. Est-ce que c'est un projet qui permettrait éventuellement de proposer d'autres formations ou le programme est déjà établi? Est-ce que les gens peuvent venir vous proposer des formations et tout? Alors pour le moment, l'initiative est limitée aux frontières du programme InterregMed. D'accord. Donc on n'est pas censé héberger des cours faits par des autorités externes. Il n'y a, je pense, aucune limite idéologique et formelle à ça. Il y a une limite principalement physiologique. On a une certaine capacité à gérer des fonctions, donc principalement ça. Après, on nous explique également, mais pour le moment, on ne peut pas gérer plus que ça. Peut-être pour le deuxième semestre de 2022, oui. Mais c'est un développement qui, pour moi, c'est souhaitable.
dans l'optique de développer une communauté d'intérêt, mon avis, c'est souhaitable l'énergie de formation dont on partage les valeurs et la vie. Merci. On a une question. Oui. Bonjour, je m'appelle Amar Ashman, je suis fondateur de Maghreb Expérience. On est une plateforme d'expérience culturelle qui est basée entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et on travaille beaucoup sur l'Algérie, notamment moi je suis basé en Paris à Alger. Et c'est vrai que là on a un peu ce parce qu'il y a très peu d'Algérie dans tous ces espaces-là, même si j'ai vu que j'étais un petit peu présent en Algérie. Et nous on travaille un petit peu, on travaille beaucoup sur l'Algérie, on est en train de notamment travailler avec le ministère de la Culture sur les formations à l'éducation culturelle sur les acteurs touristiques algériens. Et en fait, on s'est rendu compte, nous on travaille un petit peu, on voit un petit peu les synergies de l'électricité entre les trois pays, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, notamment à la suite de la crise du Covid. Et on observe que les tendances qu'on a pu voir au Maroc et en Tunisie se répètent en Algérie, notamment avec le tourisme immobilier. C'est-à-dire qu'on est dans le même continent. À tel point qu'à Kert, dans le désert algérien, il y a 2 ans, c'est un des seuls territoires où les populations locales ont bloqué les routes en décembre 2019 pour empêcher les touristes locaux de l'Algérie de venir visiter le territoire parce qu'il n'y avait pas assez de préservation de ce territoire.